Waouh! Autant d'effets, autant de symboliques, autant de messages dans un court métrage. Et avec moi, pour décrypter ces messages et échanger sur le sujet, j'invite Monsieur Gaël Duval, fondateur de Murena, et Christophe Thierry, directeur du festival This is England. Bonjour. Installez-vous, je vous en prie. Ah, j'avais pas vu que vous avez... Autant pour moi. Bon. Super. Installez-vous, je vous en prie. Merci. Gaël, Christophe. Alors Gaël, Christophe, j'aimerais dans un premier temps avoir votre point de vue sur le court-métrage qu'on vient de visionner. Vous, Christophe, en tant que directeur d'un festival de cinéma et surtout en tant que personne qui a la fibre artistique, et vous, Gaël, en tant que personne qui a à cœur de garantir la souveraineté de nos données. Peut-être commencer par le paradigme artistique. Est-ce que vous pouvez nous plonger un petit peu dans les coulisses de ce court-métrage et nous dire votre point de vue? Oui, alors déjà, c'est un court-métrage très atypique par rapport aux films que nous recevons habituellement en animation pour le Festival This is England, qui sont souvent des films qui soit sortent d'écoles de cinéma, donc n'ont pas du tout le budget nécessaire à produire ce genre de production. Tim Weber est pas n'importe qui, hein, c'est le responsable des effets spéciaux sur le film Dark Knight Rises, par exemple, Batman, ou alors également sur Gravity. Hein, tout le monde, je ne sais pas si vous l'avez vu en 3 dimensions, ce film Gravity, mais bon, toutes les séquences de début, tout ça, c'est fait par son équipe. Et en utilisant donc alors après, on arrive dans le domaine presque du jeu vidéo. Hein, donc Unreal Engine, c'est un logiciel de gestion d'intégration d'effets spéciaux. Alors, ils ont développé l'entreprise pour laquelle ils travaillent en Angleterre, et ils voulaient faire la promotion donc, des outils informatiques qu'ils développent pour les effets spéciaux, pour le jeu vidéo et pour le cinéma. Donc il a décidé d'écrire et de réaliser son premier court-métrage d'animation en ayant à l'esprit de vouloir montrer un petit peu les capacités de l'outil informatique qu'il développait, tous les outils divers et variés, textures, etc. Enfin, bon. Et donc on arrive avec vraiment un empilement de tout ce qu'on peut faire avec donc, le système de mur de LED pour remplacer l'écran vert, donc toutes les prises de vue en direct par rapport à la post-production d'écran vert. Donc il y a tout un travail technique derrière. Quand on voit le plateau de tournage, c'est de la taille de l'église, enfin de la chapelle, et avec tout un système de caméras sur grue. Bon. Donc c'est vraiment quelque chose d'ultra technique, au service d'un film qui est intéressant, parce que paradoxalement, c'est un petit peu la critique de la technologie, avec notamment donc l'idée de ce personnage principal qui est une jeune femme, qui est épris de liberté. Hein. C'était quand on récupère les films sur la plateforme qu'on utilise pour recevoir les candidatures, on demande évidemment, comme tout projet artistique, d'avoir une note d'intention de l'artiste. Et donc Tim Weber avait écrit qu'il y avait 2 choses qui le motivait. C'était premièrement une obsession sur l'idée de la mémoire, comment la mémoire nous trahit souvent et comment l'aspect psychologique fait que la mémoire n'est pas toujours parfaite. Et donc là, au début, alors vous n'avez pas vu le film avec la version sous-titrée français, donc c'est peut-être compliqué pour certains d'entre vous, mais donc l'histoire est simple. Hein. Le personnage principal, parce que c'est un petit peu le système des jeux vidéo, hein. On a un point de vue du joueur, hein, finalement. Donc on voit la scène vue à travers le regard de ce laveur de carreaux qui devient l'acteur un petit peu de tout ce qui se passe. Et donc c'est lui qui, au début, vient se faire absorber la mémoire, en quelque sorte, pour retrouver un petit peu tout ce qu'il a vu et pour essayer de se dire est-ce qu'elle a pu s'en sortir ou pas. Voilà. Et donc ensuite, on a l'histoire qui se déroule devant nos yeux à travers donc, un drone qui filme et à travers la mémoire. Donc il y a plusieurs filtres. Et donc on se retrouve avec une histoire de liberté, une jeune fille qui est éprise de liberté, qui veut faire donc du flightboard, enfin une espèce de surf électrique. Là, voilà. Et alors nous, si on l'a choisi pour le festival, c'est d'une part, vous avez vu, hein, c'est un film qui est quand même assez abouti, évidemment. Et également, c'était l'occasion de visiter Londres, post-apocalyptique, je dirais, post-climatique, je dirais, même, et avec que des images générées par ordinateur. Et ce qui est intéressant, c'est que le choix qui a été fait, c'est de ne garder que le visage des acteurs. Donc les acteurs sont de vrais acteurs,
donc la technologie. Alors, si ça vous intéresse vraiment, je ne vais pas avoir le temps évidemment de développer l'aspect technique, mais il y a une revue qui s'appelle Befores and Afters. C'est une revue américaine, je crois, qui est spécialisée, alors c'est très pointu, spécialisée dans les courts-métrages réalisés en numérique. Bon, voilà, donc c'est vraiment très précis. Et dans le numéro 12, donc, il y a un article très long sur ce film-là. Donc ça peut se commander sur voilà, les livreurs habituels. Voilà, je crois que c'est à peu près 15 $. Voilà. Okay. Voilà. Et donc sur le plan artistique, je pense que tout le monde est capable de voir que c'est bien écrit, c'est parfaitement réalisé. Et le fait de garder le visage des acteurs, en les transformant un petit peu quand même, c'est pour garder l'émotion. Parce que voilà, le principe artistique, c'est l'émotion. Ouais. Et la difficulté du numérique, c'est justement de ne pas être trop dans le numérique, donc une distance un peu trop forte avec les émotions humaines, et donc de permettre d'avoir, malgré tout, alors avec aussi le motion capture, c'est donc le système, hein, vous avez déjà vu ça, où on met des capteurs sur les corps. Ouais. Donc tous les mouvements, c'est des mouvements d'acteurs qui sont intégrés dans le décor en LED. Enfin, bon, voilà. Donc c'est une prouesse technologique, un énorme budget, même si Tim Weber, qui est habitué à des budgets considérables, dit que justement, il voulait faire la preuve qu'on peut avoir une très haute technologie pour des petits budgets. Merci beaucoup, Christophe. Gaël, notamment cette idée qui transparaît tout au long du court-métrage, à savoir cette idée de la liberté. Vous, qu'est-ce que vous avez pu ressentir à travers ce court-métrage? Alors déjà que c'est très joli, c'est très bien fait. Qu'est-ce que j'ai pu ressentir? C'est sûr qu'on voit beaucoup de... J'y ai vu, moi en tout cas, beaucoup d'analogies sur les thèmes qui sont évoqués dans le film par rapport à ce que nous, on développe, puisque la technologie que nous développons chez Murena, elle a justement comme objectif de redonner de la liberté aux utilisateurs de smartphones qui aujourd'hui, j'ai envie de dire, malgré les belles couleurs et l'objet ultra pratique, est quand même probablement la technologie la plus aboutie pour piller nos données personnelles et professionnelles en permanence, quoi. Donc effectivement, le film me parle parce que ce sentiment de liberté, c'est quelque chose que moi, en tant que fondateur du projet et des utilisateurs qui utilisent nos produits et qui nous soutiennent, ça fait vraiment partie des valeurs, des choses qui nous tiennent à cœur. Donc oui, l'analogie, elle est directe. Justement, Christophe, vous avez dit que l'objectif de Tim Weber, c'était de démontrer qu'il était possible de réaliser quelque chose qui ressemble à ce résultat. Est-ce qu'il y avait une volonté d'exprimer notamment une analogie également, ou alors un élément vécu par rapport à cette notion de liberté à travers le court-métrage? Dans sa carrière, je ne suis pas un spécialiste de Tim Weber, hein, mais de ce que j'ai lu sur lui, il a toujours travaillé dans le domaine du numérique, il n'a jamais eu trop de problèmes. Voilà, donc non, je pense que c'est vraiment une obsession naturelle de tout être humain. Effectivement, on est rattrapé aussi par l'utilisation quotidienne de la nouvelle technologie, où on se rend bien compte, même si on n'est pas spécialiste du domaine, on se rend bien compte en utilisant son téléphone ou son ordinateur, en recevant les demandes d'acceptation de cookies, etc. Ouais. Bon, on a bien compris que voilà, on était toujours un peu traqué d'une certaine manière. Et puis, alors, quand ce matin, on entendait aussi parler de le fait de l'introduction que vous aviez faite avec le fait que vous aviez reçu déjà 10 mails, etc. On est tous dans ce cas de figure et on a tous l'impression des fois d'être un peu écrasés par tout ça. Donc la sensation, enfin le besoin de liberté, je pense qu'on l'a de plus en plus effectivement par rapport aux nouvelles technologies, même si on les utilise évidemment quotidiennement de plus en plus, quoi. Gaël, dans le court-métrage, on voit que la notion de mémoire également est présente et que c'est à travers cette mémoire-là que le personnage principal arrive à reconstituer un peu les éléments du réel. Par rapport à cette notion de mémoire, est-ce qu'on peut dire que le fait de tracer notre mémoire à notre activité numérique limite un peu notre souveraineté en tant qu'individu et notre mouvement? Alors la mémoire c'est le vécu, donc c'est de l'information, donc c'est tout notre historique. J'ai envie de dire, ça fait partie des données personnelles. Enfin, quand je dis personnel, c'est au sens large, hein, c'est notre vie de tous les jours, c'est notre vie intime, et c'est aussi ce qu'on vit professionnellement. Donc oui, tout cet historique, il a de la valeur, il est évidemment utile pour pouvoir
faire plein de choses. Avec les technologies, on peut prévoir des tonnes de choses, et en particulier avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Mais à la fois, la question, c'est à quel point on est prêt, à quel point on accepte de partager toutes ces données, toute cette mémoire-là, de mettre ça dans les réseaux, dans du silicium. Et c'est là où, en tout cas, nous, on a peut-être une vision un peu singulière par rapport à l'industrie du logiciel en général. On n'a rien contre la technologie, bien au contraire. On pense qu'elle est porteuse de progrès, à la fois humain et sociétal. Mais on pense qu'il y a des limites qui sont déjà franchies, des lignes blanches qui sont déjà franchies depuis longtemps, et qu'il faut redonner ce contrôle sur sa mémoire, sur ses historiques et sur ses données d'une manière plus générale. J'aimerais faire un focus sur un des personnages qu'on a pu percevoir, notamment le propriétaire de ce gigantesque appartement et celui qui tirait un petit peu les ficelles. Quel rapport pourrait-on faire avec les éléments réels qui nous entourent avec ce personnage-là? Que pourrait représenter ce personnage-là? Je pense voir un peu où vous voulez en dire. Ça pourrait être une grande société très riche sur la côte ouest aux États-Unis, par exemple. D'ailleurs, à un moment dans le film, il dit What do you think I'm paying for? Donc en fait, il y a aussi ce levier en fait, financier qui, en plus du levier numérique, vient influencer le rapport de force avec les utilisateurs. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le rapport qu'il y a entre les deux? Oui, bien sûr. Enfin, je pense que si on prend ces immenses, ce qu'on appelle les géants du net ou les GAFAM en France, c'est très français comme terme, mais ils ont à la fois cette maîtrise technologique qui ne sont pas spécialement inventées. Hein. Ça vient des labos de recherche, y compris européens, très souvent aussi européens. Et puis, très rapidement, ils ont su, ces 15-20 dernières années, se constituer un trésor de guerre et une puissance colossale à l'échelle de la planète. C'est vraiment du jamais vu dans l'histoire, cette conquête quasi généralisée, plus ou moins de manière légale, parce qu'on voit souvent, ils s'engouffrent dans des vides juridiques pour pouvoir faire plein de choses, marquer leur territoire, prendre des positions dominantes, et ensuite ils font traîner si jamais la législation n'évolue pas trop en leur faveur. Donc, et le pouvoir colossal de l'investissement, de l'argent qu'ils peuvent investir dans ces technologies et dans leur utilisation, malheureusement, souvent un peu détournée. Au départ, on a des technologies qui sont faites pour nous aider. Au final, de leur point de vue, souvent, c'est quand même un instrument qui a comme priorité la rentabilité financière avant tout, et aux dépens souvent des êtres humains, mais pas seulement la collecte de données personnelles, mais également le bien-être mental. On voit, enfin, il y a plein de sujets, les adolescents qui passent leur temps sur les smartphones et qui sont totalement addicts aux réseaux sociaux et au fait de ce qu'on appelle le fear of missing out, c'est-à-dire le fait on reprend toujours son smartphone parce qu'on a peur, on se dit peut-être il y a un truc intéressant là, et tout ça c'est basé sur des mécanismes psychologiques qui sont super bien connus de toutes ces boîtes-là, et qui ont comme priorité, enfin comme vocation, à vous capter votre temps de cerveau en permanence pour, in fine, il ne faut jamais l'oublier, vendre de la pub, puisque une grande partie du modèle, il repose quand même sur la vente de la pub. Donc c'est ça qui est assez finalement problématique, quoi. C'est une espèce de détournement de technologies qui sont au départ très porteuses de progrès, et qui, in fine, sont détournées probablement de plus en plus aux dépens de leurs utilisateurs. Merci Gaël. Christophe, vous avez parlé tout à l'heure justement d'un Londres post-apocalyptique, voire post-écologique. Est-ce qu'il n'y a pas un petit clin d'œil avec l'œuvre de George Orwell à travers ce court-métrage? Oui, là, on a un environnement dystopique, comme on dit, effectivement, oui. Oui, de toute façon, on prévoit les catastrophes. Voilà, on est un peu dans un état d'esprit un peu pessimiste quant à l'avenir, alors qu'on n'est pas obligé de partager non plus. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a de toute manière un outil, tout simplement. La technologie, ça fait partie des outils.
on peut l'utiliser correctement ou on peut l'utiliser de manière tout à fait inappropriée. En ce qui concerne, alors, par exemple, le festival, nous, ce qu'on veut, c'est à tout prix, c'est amener les gens à voir les films en salle. Voilà. Alors, il va de soi que la plupart des films, maintenant, sont d'abord sur plateforme, etc. Ouais. Bon. Ce qui nous intéresse, comme a été dit ce matin par Étienne Klein, sur le côté raisonnement sans données, raisonnement de l'esprit et pas partir tout le temps de chiffres, de données, etc. Nous, en ce qui concerne le côté artistique, je dirais, du cinéma, l'idée, c'est le partage. C'est le vécu humain, collectif, la discussion possible. Et effectivement, tout ça, c'est un peu, on a l'impression que c'est un peu antinomique avec tout ce qui est un peu sophistiqué en termes de technique. Mais on peut très bien avoir des outils technologiques très développés pour réaliser un film comme ça, le projeter à un groupe d'individus qui vont ensuite en débattre, et ça va donner des débats, des discussions qui vont enrichir l'esprit. Ou alors, on peut très bien avoir ce même film qui va être tourné en boucle sur une plateforme, et puis on va avoir un individu tout seul chez lui, avec son téléphone dans sa chambre, qui va, au bout d'un moment, tourner en boucle là-dessus, et puis avoir des contenus avec les algorithmes, avoir des contenus qui correspondent uniquement à une sorte d'obsession. Et là, c'est négatif, mais bon, après, voilà, c'est la gestion humaine de la chose qui reste à faire. Je vois l'écho de cette idée, notamment justement le personnage qui est esselé dans un environnement technologique qui le dépasse et qui le met en servitude. Gaël, j'aimerais avoir votre avis sur l'application, ou plutôt lorsqu'on limite cette souveraineté numérique à grande échelle. Est-ce que vous pouvez nous parler des pays justement qui sont allés un peu plus loin dans l'implémentation du modèle? Selon vous, quelles sont les conséquences sur l'individu et sa perception de la démocratie et de la société? Sur le contrôle des individus, Ouais. oui, enfin, évidemment, on est dans un monde occidental où la liberté est quand même une valeur fondamentale, en tout cas traditionnellement, et dans les constitutions, dans la Charte des droits de l'homme, dans plein de... Voilà, ça fait partie vraiment de notre ADN dans nos sociétés. Au final, on est en train de la perdre progressivement. Et c'est vrai qu'il y a d'autres pays dans le monde où l'ADN est différent. Je pense à la Chine probablement, où là-bas, en fait, il y a beaucoup moins probablement ces débats-là. Alors est-ce que c'est parce qu'ils sont peut-être aussi cachés, mais c'est un peu plus institutionnalisé. Donc c'est la surveillance généralisée de tous les citoyens, et en particulier par le biais du smartphone, avec des applications qui sont contrôlées par l'État, avec des réseaux qui sont contrôlés par l'État, avec une censure qui est généralisée. Et j'ai l'impression que j'ai en tout cas, et qu'on est beaucoup à voir, c'est qu'il y a une forme d'acceptation sociale de tout ce système-là, avec un scoring social également qui permet d'accéder à des services selon son comportement, qui est tracé et logué via son smartphone et les outils numériques. Et il y a vraiment une question, je pense, qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'on veut ça? Est-ce qu'on veut vraiment ça? Parce que globalement, même si on le fait aujourd'hui sous couvert de démocratie et de liberté, on y va assez vite vers ce scoring social et ces pratiques que, quelque part, nos sociétés occidentales dénoncent. Mais malheureusement, à cause, je pense, des smartphones et de l'utilisation qu'on en fait, mais qui est un peu forcée, c'est-à-dire que ce n'est pas un choix. On n'est pas trop dans le choix parce qu'il y a des mécanismes psychologiques derrière. Il y a aussi un concept qu'on appelle la servitude volontaire, qui a été décrit il y a déjà plusieurs siècles par un Français qui s'appelait Étienne de la Boétie, qui explique pourquoi est-ce qu'on se soumet parfois à une dictature, une autorité, même si on sait qu'au final, ce n'est pas forcément bon pour nous, c'est peut-être pas bon pour notre société, mais il y a plein de mécanismes mentaux qui font qu'on accède à cette soumission. Et aujourd'hui, toute cette technologie et ces aspects un peu humains d'asservissement, quelque part, qui sont en train de faire de nos pays une espèce de colonie numérique qui nous amène tout droit vers un système un peu à la chinoise. Donc la vraie question, je pense, aujourd'hui qu'il faut se poser, c'est à quel point on accepte ça, sous couvert de plein de raisons, la sécurité souvent, mais ça peut être autre chose. Ou est-ce qu'on se dit, non, il y a un moment, il faut changer les choses, il faut prendre un nouvel angle. Et nous, justement, on est là pour, avec nos produits, proposer un angle différent, c'est-à-dire qu'on propose les technologies et tout leur confort et toute leur praticité, et à la fois avec une promesse différente en termes de protection des données personnelles et de quelque part de non-adhésion au modèle qu'on essaie de nous imposer depuis outre-Atlantique. Merci. J'ai cru comprendre qu'aujourd'hui, il était possible d'identifier et de connaître une personne juste à travers quelques données
liées soit à ses déplacements, soit à ses habitudes de consommation. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu plus sur le mécanisme? Alors totalement. Alors ça, c'est des mécanismes qui sont parfaitement décrits par la littérature scientifique et par de nombreuses études. Il y a deux aspects essentiellement. Il y a le système d'exploitation donc, qui tourne sur le smartphone, donc Apple ou Android, puisque aujourd'hui c'est 100% du marché à l'échelle de la planète, qui envoie en permanence par exemple votre position géographique chez Apple ou chez Google, mais également toutes les applications que vous pouvez utiliser sur ces appareils et qui envoient ce qu'on appelle des trackers. Alors, les trackers, c'est comme des cookies, c'est des petits appels réseau qui permettent à la base d'afficher des publicités et de participer à des enchères de publicité. On appelle ça les enchères en temps réel, en fait, real-time bidding. Et tous ces petits appels réseau, ils permettent d'établir des profils de chaque utilisateur, donc en fonction des applications que vous utilisez. Et ensuite, ces données-là, le problème, c'est qu'elles sont assez facilement accessibles, aussi bien par ceux qui les opèrent, mais également par des tiers qui peuvent les acheter ou se les procurer gratuitement pour créer des logiciels pour pouvoir tracer les comportements des gens, leur localisation géographique, leurs habitudes de vie, leur activité professionnelle, leurs idées politiques, je sais pas, leur orientation sexuelle, là où ils sont en temps réel, s'ils sont malades, s'ils ont des problèmes de santé. Toutes ces informations-là extrêmement précises, aujourd'hui, il a été démontré que elles sont accessibles pour la quasi-totalité des citoyens européens, par exemple, via des logiciels spécialisés. Donc voilà, aujourd'hui, ça c'est vraiment vous avez peut-être un smartphone dans votre poche ou avec vous aujourd'hui. Vous devriez le regarder un peu plus près parce qu'il communique vos informations personnelles d'une manière permanente et souvent sans que vous le sachiez vraiment parce qu'on a tous accepté les conditions générales d'utilisation. Et puis derrière, ça déroule, quoi. Okay, merci. Christophe, est-ce que vous voyez une récurrence dans les thématiques des courts-métrages que vous voyez dans le festival? Est-ce qu'il y a une récurrence liée à cette thématique de liberté, de pouvoir et de technologie? Non, pas tellement. C'était assez exceptionnel. Alors, on a des films un peu expérimentaux qu'on va choisir parce que justement, dans une programmation de court-métrage, ce qui est intéressant, c'est d'équilibrer un petit peu la séance. Donc, sur une séance d'une heure et demie, on a entre 7, 8, 10 films, quoi. Et donc, on alterne animation, documentaire, fiction. Et en règle générale, en animation, on a une fois de temps en temps quelque chose d'un petit peu comme ça. En fiction, on a rarement, c'est plutôt des thèmes de société qui sont des thèmes plus politiques, moins dans la technologie. Donc, on voit bien que c'est pas encore quelque chose, à mon avis, enfin, surtout qu'au Royaume-Uni, il y a eu ces dernières années pas mal de raisons de s'interroger sur des soucis qui étaient autres. Mais donc non, c'est pas encore quelque chose qui revient de manière très récurrente. Mais ce qui est intéressant, encore une fois, avec un court-métrage, c'est court, et ça doit raconter une histoire en très peu de temps. Donc ce qui est intéressant, c'est l'avant et l'après que le cerveau humain doit imaginer lui-même. Et donc ici, je voulais attirer l'importance aussi sur le fait de la critique de la performance, parce qu'en fait, cette jeune fille qui veut être libre, on se rend bien compte que l'expression de liberté qu'elle a choisie a tout de suite été récupérée pour en faire une sportive de haut niveau. Exactement. Et donc, elle est devenue championne du monde. Alors après, il faut le comprendre dans le film, mais donc, on voit bien qu'avec sa jambe, elle a payé cher le fait d'être très performante dans son domaine, et surtout, elle est devenue enfermée par un manager qui, comme une sportive de haut niveau, elle a besoin d'être entraînée, etc. Donc du coup, on voit bien que c'est une critique de l'obsession du résultat également. Voilà. Et les nouvelles technologies ont tendance à nous pousser aussi vers l'obsession du résultat le plus commercialement intéressant, le plus rapide, on parlait de la vitesse encore une fois, et des fois c'est au détriment de pas mal de choses. C'est vrai, parce qu'il lui refuse le repos, et quelque part il refuse, c'est un déni de la réalité, à savoir qu'en tant qu'être humain, nos performances sont cycliques, et l'intensité de nos performances sont cycliques. Peut-être pour clôturer, Gaël et Christophe, est-ce que vous pouvez nous laisser avec une recette pour vous, Christophe, la recette pour un bon court-métrage, et vous, Gaël, une recette pour bien protéger ces données? Un bon court-métrage, d'abord, doit être court. Non, alors un court-métrage, techniquement, c'est moins de 60 minutes, mais bon, alors après, là-dessus, on débat beaucoup. Alors pour qu'une séance soit bien, il faut qu'il y en ait quand même quelques-uns. Donc nous, par exemple, à This is England, on prend des films qui font moins de 30 minutes maintenant. Parce que, bon, quand ça dépasse, c'est un film qui prend trop d'importance par rapport aux autres, souvent dans l'esprit des gens.
ce que je disais tout à l'heure, il faut que très rapidement, on ait une histoire complète. C'est un petit peu l'équivalent de la nouvelle par rapport au roman. Ouais. C'est dense, mais il faut que ce soit qu'on puisse le digérer quand même. Parce que des fois, la densité fait qu'il y a trop de choses, surtout avec une image. La nouvelle, on a le temps de s'arrêter, on la lit au rythme que l'on veut. Un film, on est dans le rythme du film. Donc s'il y a trop d'éléments en même temps, le film se termine, on a le cerveau qui est saturé, hein, comme on disait ce matin, quand il y a trop de choses qui arrivent en même temps, bah, comme l'ordinateur, ça crache. Et donc voilà, il faut un équilibre entre la masse d'informations, d'émotions qu'on peut avoir, et puis aussi quelque chose qui dure. C'est-à-dire qu'après, une fois qu'on a vu plusieurs films, 1 heure après, 2 heures après, le lendemain, 3 jours après, il y a des films sur lesquels on revient encore un petit peu en se disant bah, tiens, ce personnage. Donc c'est vraiment très compliqué un court-métrage, hein, parce qu'il faut, si possible, avoir des personnages secondaires qui existent alors qu'ils n'ont que 2 répliques, par exemple. Ouais. Donc il y a vraiment un travail d'écriture qui est considérable. Okay. Et après, j'espère que vous viendrez voir This is England au mois de novembre en 2024, mais pourquoi pas. On a surtout dans les fictions notamment, on a des acteurs, l'école des acteurs britanniques est vraiment exceptionnelle, et donc on a souvent aussi voilà, une manière de rendre les choses qui ont été écrites auparavant à l'écran qui sont exceptionnelles, quoi. Donc voilà, il faut maîtriser pas mal de paramètres. On n'est pas obligé de maîtriser énormément de techniques comme on a vu tout à l'heure. Voilà. Merci Christophe. Gaël? Oui, alors pour mieux maîtriser ces données, c'est un très vaste sujet. Dès l'instant où on utilise un smartphone ou un ordinateur, on est potentiellement à risque sur ces données personnelles et professionnelles, je le rappelle. Donc j'ai envie de dire, la première chose, c'est il faut s'intéresser au sujet et être critique par rapport aux outils qu'on utilise, aux usages qu'on en fait. J'ai envie de dire aussi, éviter de mettre tous ses œufs dans le même panier. Ça, c'est un truc fondamental. Je vois des gens qui ont mis leur vie entière chez Google. Est-ce que c'est une bonne idée? Je ne sais pas. Enfin, à la limite, on peut utiliser des fois un Google Drive ou je sais pas, mais peut-être pas tout mettre. Il y a d'autres services. Il y en a vraiment plein en fait. Et je pense que c'est aussi ça. La question, c'est peut-être parfois être un peu curieux de ce qui peut exister, qui parfois est aussi bien, hein, même si c'est pas la norme, et si c'est parce que il y a plein de moteurs de recherche qui sont pas Google, même si Google reste assez incontournable. Et évidemment, tous les systèmes d'exploitation alternatifs comme celui qu'on développe. Il y a des bloqueurs de trackers, des bloqueurs de pub, tout ça. Il ne faut pas hésiter à les utiliser. Il ne faut pas hésiter aussi à challenger les produits que vous utilisez. Contactez les éditeurs, parlez-en entre personnes, essayez d'avoir des conseils d'utilisation. Mais je pense que c'est vraiment, enfin je veux dire, c'est pas juste une lubie, un truc comme ça, ouais d'accord, on nous surveille peut-être. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose de très profond aujourd'hui qui est en train de se jouer, ouais, et qui a une influence colossale sur l'avenir de nos sociétés. Et que ça serait vraiment dommage de passer à côté juste parce que, oui, on a plein de trucs à faire, mais voilà. Merci beaucoup Gaël. Christophe, Gaël, c'était un plaisir. Merci infiniment. Merci.